en agençant des mots, j'arrive à créer une émotion assez forte pour que ma sœur pleure. Ça, c'était quelque chose qui me dépassait et ça relevait de la magie. Et tout de suite, là, j'ai compris en fait que jouer avec les mots, c'était de l'alchimie. C'était quelque chose qui pouvait être puissant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. J'entends parler pour la première fois de mon invité du jour quand j'habitais aux États-Unis, à New York. Et je viens en France et je passe du temps avec mon copain Grand Corps Malade. Il me dit « Alexandre, tu dois le rencontrer ». Ça prend quelques temps, je vais même dire quelques années, et finalement, je le rencontre. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable dans ce corps d'avoir autant de douceur, de gentillesse, de talent, d'honnêteté. Eh ben oui, il a tout. C'est un poète, un rappeur, un écrivain, un chanteur. Il a une plume puissante et aiguisée qui a su séduire le monde entier à travers son roman, son premier roman qui s'appelle Petit Pays. Il est né au Burundi d'un père français et d'une mère rwandaise. Il débarque à Versailles à l'âge de 14 ans pour fuir le génocide rwandais. Très jeune, il se réfugie dans les mots pour mieux comprendre et affronter ce qu'il se passait autour de lui. Un amour de l'écriture qui se confirme lorsqu'il découvre la musique, le hip-hop et le rap à l'adolescence. Pourtant, c'est la finance qu'il choisit d'étudier après le lycée. Mais au bout de quelques années, ses premiers amours reprennent le dessus et il décide de tout quitter pour suivre sa passion. Comment a-t-il vécu les événements terribles des années 90 en Afrique de l'Est? Comment se construire et se reconstruire après de telles blessures d'enfance? En quoi l'écriture l'a sauvé selon lui? Quel est son processus de création? Le temps d'une pause, il revient sur son parcours hors norme en évoquant ses débuts dans la finance, ses inspirations, ses succès musico-littéraires, ses blessures, ses prochains projets et son petit pays. Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. On a la chance de t'attraper au vol. Aujourd'hui, tu n'habites plus la France puisque tu as décidé, il y a un certain nombre d'années de ça, de repartir en Afrique de l'Est, pas au Burundi où tu as grandi, mais au Rwanda. Oui, c'est-à-dire que quand je ne suis pas en tournée ou que je n'ai pas un projet qui sort, j'habite à Kigali, avec ma petite famille. Donc tu as une épouse, Violaine, deux filles. Ouais. C'était plutôt Violaine, c'était plutôt toi? Non, c'était nous deux parce que moi je suis né, j'ai grandi au Burundi. Ma mère était une réfugiée rwandaise. Toute la famille de ma mère était des réfugiés rwandais qui avaient fui les massacres des années 60. Donc le Rwanda, je ne le connaissais pas. Et Violaine, elle a la même histoire que moi. Sa mère est rwandaise, son père est français. Donc on avait tous les deux cette envie de connaître ce pays qu'on ne connaissait pas, mais qui était le pays de nos parents. Toi, tu es Bujumbura, qui est la capitale du Burundi. Ouais. Tu grandis là-bas. Tu as une petite sœur qui s'appelle Johanna. Ouais. À quoi elle ressemble ton enfance? La liberté absolue, et la nature. L'amusement, les couleurs. Il y avait beaucoup de couleurs dans cette enfance. Donc c'est une enfance très douce et saturée de sensations. Et les gens ne nous voient pas parce que c'est pas filmé ce podcast, mais tu as le sourire. Tu as un sourire, je te vois des yeux un peu partir dans l'horizon, lointain, et je te vois sourire. Donc ça prouve que ça se passait bien. Ça se passait un peu moins bien entre tes parents. Ouais. Ça commençait très tôt, ça? Est-ce que les blessures infinies de ta maman ressortaient? Ton papa qui était là-bas, parce que lui, il avait un job aussi là-bas, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. À quel moment tu l'as senti, ça? Tu fais partie... Ils ont divorcé, t'avais quel âge quand ils ont divorcé? J'étais tout petit, j'avais 4 ans, donc moi, j'ai même pas de souvenir de mes parents ensemble, si tu veux. Donc, qui s'en va? Qui s'en va, c'est... disons que... qui se séparent et ma mère s'installe en France. Oui, c'est ça. S'installer en France. Ouais. Et mon père qui est français et a été reste au Burundi. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Mais toi, tu restes avec ton papa à ce moment-là. Donc il y a quand même pour toi une déchirure comme n'importe quel jeune de voir un de ses deux parents, mais en plus quand la maman, il y a quand même une relation. Ouais. Et ce que tu expliques, c'est qu'à ce moment-là, tu comprends assez vite parce que tu écris en fait. Tu écris à ta maman.
assez jeune. C'est-à-dire que je pense que ma première relation au mot, c'est les lettres. Ouais. C'était une époque où on écrivait des lettres, le téléphone était trop cher. Donc j'ai ces souvenirs de ces lettres chaque semaine. Ma mère qui envoyait aussi des cartes postales. Donc de cette Toi, poste... c'est des lettres et ta maman, c'était des cartes postales? Ouais, elle envoyait souvent des cartes postales de Versailles. Parfois, elle faisait des voyages. Et donc, on avait des boîtes postales. Enfin, il y a une poste centrale à Bujumbura avec plein de petites boîtes postales partout. Et tu vas, c'est des casiers. Et t'as ton numéro. T'as surprise. Voilà. Toi, c'était surprise. C'est toujours été une vraie discussion que j'ai avec mes amis qui sont pas complètement du pays. Tu n'es pas complètement français quand tu es en France. En tout cas, des gens vont pouvoir dire ça. Ouais. Et quand tu es là-bas, tu n'es pas non plus parfaitement rwandais. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours vécu, qui est maintenant en toi, en disant juste que tu n'appartiens en fait... Enfin, encore une fois, je sais très bien que ce n'est pas ce que je pense. Oui, non, mais est-ce que tu penses que ce côté d'appartenance Ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que Bujumbura, c'était, disons, comme un pays à l'intérieur du pays. Bujumbura, c'est la capitale, les gens parlent français, enfin, parlaient français à l'époque. Il y avait beaucoup d'enfants métis. Donc, disons que moi, je m'y retrouvais dans cette ville. J'appartenais à cette ville. Je me rendais compte, par contre, quand j'allais à la campagne, et on y allait souvent avec mon père, parce qu'il travaillait beaucoup à l'intérieur du pays. Là, oui, on m'appelle le Muzungu, donc le petit blanc. Je sentais qu'il y avait quand même une distance entre un petit Burundais de la campagne et moi. Il y a une chose qui a beaucoup joué aussi sur cette distance, c'est la langue. C'est-à-dire que ma mère est partie très tôt et donc j'ai pas acquis les bases du Kirundi ou du Kinyarwanda. Et donc après, j'étais dans une école française, on parlait français à la maison. Donc c'est vrai que c'est une langue que je ne parlais pas couramment. Je la comprenais. Mais tu la parlais pas, t'étais... Ouais. Mais moi, mon vrai premier choc, c'était l'arrivée en France, effectivement. Parce que d'un coup, de passer de cette sensation d'être métis ou blanc, et puis être noir dans une société blanche, là, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis ? Et à l'adolescence, c'est des questions qui peuvent devenir rapidement aiguës et problématiques. Ouais. On est en 1993, guerre civile déclarée, 94, génocide, c'est le terme qu'il faut utiliser. Tu as 800 000 personnes qui vont être tuées. Les Tutsis. On est en face des Hutus. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que moi, je me souviens, pour avoir visité ce très beau pays qu'est le Rwanda, et d'avoir passé du temps avec des amis rwandais, je posais cette question un peu simpliste à mes amis, en disant, mais c'était après le génocide, et je dis, et toi, quelle ethnie ? Et la réponse qu'avaient mes amis était chaque fois la même, rwandais. Et je voulais pas être... Je te donnerais la même. Aujourd'hui, quelqu'un me demanderait tu es Hutu, Tutsi, je dirais non, je suis rwandais. Il faut savoir que les catégories de Hutu et Tutsi sont des catégories qui ont été artificiellement fabriquées lors de la colonisation. Donc c'est en ça que c'est pas des catégories pertinentes. Était Hutu celui qui cultivait la terre, était Tutsi celui qui avait du bétail, mais c'était des classes sociales et on pouvait évoluer dans ces classes. Bon, la vache était on va dire la valeur, la valeur suprême absolue dans la société. Donc celui qui avait les vaches était le riche, donc était Tutsi, mais un riche agriculteur pouvait devenir Tutsi en ayant des vaches. Et donc dans une même fratrie, voilà, c'était mouvant, c'est-à-dire que c'est pas figé. La colonisation a racialisé en fait la population rwandaise en disant celui qui est grand et mince est Tutsi, celui qui est petit trapu avec un nez de telle dimension est Hutu, et a figé ces identités. Et donc c'est en ça que c'est complètement artificiel. Et quand on dit ethnie, si on c'est va pas une ethnie, c'est même voilà, quand tu me reprenais tout à l'heure pour le tribu, c'est pas une tribu, c'est pas une ethnie en fait. Parce que dans les ethnies, c'est une classe sociale plutôt. Voilà. Historiquement. Historiquement, c'est une classe sociale. Avant la colonisation, c'est une classe sociale. Et si tu veux, cette question de l'ethnie racialisée,
ça a été après utilisé politiquement par la Belgique qui était le colonisateur de l'époque, et puis ensuite par les pouvoirs Hutus qui ont pris le pouvoir à partir des indépendances. Oui, parce qu'il y a de facto, il y avait plus de Hutus que Tutsis. Ouais. Et donc, évidemment, dans les élections... Là, je parle du Rwanda, parce que le Burundi, c'est encore une autre histoire. Ouais, mais aussi parce que tu avais une immigration qui a fait que c'est devenu une autre histoire. Oui, enfin, il y a la même configuration ethnique, c'est la même histoire de fabrication de ces ethnies racialisées. Mais par contre, à l'indépendance, ce sont les Tutsis qui prennent le pouvoir. Donc c'est comme un miroir inversé. Ouais. Ouais. Quand tu vois arriver ce génocide, justement là, tes yeux d'enfant encore, ta maman t'avait expliqué ce qui s'était passé, ou c'est quand même tu le prends en pleine tronche, ce moment-là où tu étais préparé, si on peut être préparé. Alors ma mère ne m'a rien expliqué parce que moi à ce moment-là j'avais pas encore vraiment vécu avec elle, donc je connaissais cette histoire un peu par ma famille rwandaise, même si c'était un peu compliqué pour eux de nous en parler. Non, en fait, ça s'est passé de façon très concrète. Il y a eu des élections présidentielles en 93, et comme je disais, donc les Tutsis étaient au pouvoir au Burundi depuis l'indépendance, donc depuis 1962. En 1990, François Mitterrand fait un discours qui a eu une importance en Afrique, qui s'appelle le discours de la Baule, où il enjoint en fait les pays africains à rentrer dans des processus de démocratie s'ils veulent bénéficier des aides de la France. Et c'est là qu'il y a tout plein de pays en fait africains qui décident de rentrer d'instaurer la démocratie, d'instaurer des processus. Ouais. Un peu au chausse-pied parfois, parce que bon, la démocratie, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et donc là au Burundi, on avait des militaires au pouvoir, donc les régimes se succédaient par coup d'État. Et d'un coup, donc ces gens-là qui mettent en place les élections, et comme ces élections se font sur une base un peu ethnique, en tout cas durant la campagne, de façon arithmétique, c'est un candidat Hutu qui gagne, qui vient de la société civile, c'était un banquier, donc Melchior Ndadaye. Il gagne à la stupéfaction des soldats Tutsis qui étaient au pouvoir depuis toujours, et il se fait assassiner quelques mois après son élection. Et donc moi, je me souviens très bien de ce soir-là où on entend, pas loin de chez moi, il y avait le palais présidentiel, donc on entend les bombardements, on voit les chars, et le matin, je vais à l'école, les rues sont vides, et on me dit, on a tué le président, et à partir de là, la situation change. Et un an après, c'est le génocide au Rwanda. Ça, par contre, oui, je ne l'ai pas compris. Ouais. Je n'ai pas compris que c'était un génocide. J'ai compris qu'au Burundi, il y avait une guerre, mais je n'ai pas compris, parce qu'un génocide, c'est particulier. Ouais. C'est pas une guerre, c'est pas un massacre, c'est encore plus particulier. C'est un crime très particulier. C'est un massacre. C'est un massacre contre une. Là, pour le coup, contre une. C'est ça, c'est l'extermination d'un groupe en raison de ce qu'il est et avec les moyens de l'État. Alors que là, on avait au Burundi, on a un coup d'État. Donc après, il y a des répercussions de la population Hutu à l'intérieur du pays qui va commencer à tuer des Tutsis. Il y a des militaires Tutsis qui vont aussi opérer. Donc là, on est plus dans une situation de guerre civile. Ouais. Au Rwanda, ce qui se passe, c'est l'État avec les moyens de l'État qui décide qu'il y a une stratégie d'éliminer une partie de sa population, en l'occurrence les Tutsis, du fœtus jusqu'au vieillard. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un moment, tu ne savais pas. Tu n'es pas loin, tu entends, mais personne ne peut imaginer ce qui est en train de se passer. Ah, il y a eu des lanceurs d'alerte quand même. Il y a des gens qui ont vu, comme souvent. Il y a des gens qu'on n'a pas écoutés. Il y a des gens qui mettaient en garde d'un génocide annoncé. Par exemple, il y a une archive que je vous invite à aller regarder d'un président d'une association qui s'appelle Survie. Ce monsieur s'appelle Jean Carbonard et il est au journal télévisé de France 2 devant le présentateur Bruno Mazur en 93, donc un an avant le génocide. Ouais. Et il explique effectivement
que est en train de se préparer un génocide au Rwanda, qu'on est en train de massacrer les Tutsis, et que la France peut faire quelque chose parce que la France est amie avec ce pouvoir-là, que la France soutient militairement ce pouvoir-là. Ce monsieur, un monsieur honorable d'un certain âge, qui se met à pleurer sur un plateau télé en disant « il faut absolument faire quelque chose », personne ne l'a écouté. Quand tu parles d'un génocide, c'est qu'on utilise aussi les sanctuaires. Donc les sanctuaires qui sont les églises, un peuple qui est croyant, qui est fortement croyant au Rwanda. Ouais. Et donc là, tu te retrouves avec là aussi une volonté d'utiliser ces sanctuaires. Ouais. Oui, c'est vrai que depuis les années 60, il y avait donc des massacres à répétition contre la communauté Tutsi, qu'on appelait les pogroms, comme pour les Juifs d'Europe de l'Est. Mais à chaque fois, disons que les populations Tutsis se réfugiaient dans les églises parce que le Rwanda était un pays, toujours très chrétien, mais à l'époque chrétien-catholique. Les tueurs ne rentraient pas dans les églises. En 1994, ça a été un plan de dire aux gens de se réfugier dans les églises. Et les églises sont transformées en pièges. Donc c'est pour ça qu'il y a, il y a beaucoup de... Quand on voit les archives, on voit beaucoup de morts dans les églises. J'avais reçu ici une femme qui s'appelle Georgina Grénon, qui est directrice de l'excellence environnementale de Paris 24, les Jeux Olympiques, et elle a connu aussi la guerre. Elle est argentine. Ouais. Et donc elle a vécu sa jeunesse là-bas. Il y a un moment, il y avait une dictature militaire. Et elle nous disait que ses parents étaient plus du jour à la préserver, un peu comme dans le film, tu sais, La vie est belle. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi, une volonté de ta famille de te préserver de ça? C'est marrant que tu dis ça, parce que mon père avait une phrase et qui me revient souvent en tête comme ça. Il disait toujours, c'est pas, ça ne regarde pas les enfants. Donc on entendait des conversations, on posait des questions et il nous disait, ça ne regarde pas les enfants. Et moi, j'ai l'approche complètement opposée avec mes enfants. Parce que si ça regarde les enfants ressentent les choses, et puis, je veux dire, pour le coup, ça me regardait parce que c'était aussi lié à mes propres origines. Donc, je pense que oui, j'ai dû me fabriquer des choses malgré moi, parce que forcément, quand on n'a pas une réponse, on s'en crée une. Donc, oui, c'était quand même une époque, en tout cas, dans le milieu où j'étais, et puis après, avec ma mère, ça a été aussi un peu la même chose, c'est-à-dire, on ne parle pas de ces histoires. Donc, il y avait une espèce de silence autour du conflit, de la guerre. Et donc toi, tu as commencé à en parler de cette histoire très tôt. À quel âge avaient tes filles quand tu leur as dit, vous savez quoi, asseyez-vous, je vais vous raconter la dure réalité de notre monde? Ça s'est pas passé véritablement comme ça, mais disons que dès qu'elle a commencé à poser des questions, je parle de la grande Susanna Isimbi. Quel âge aujourd'hui? Non, elle avait quel âge quand tu... Je pense qu'elle était très jeune, parce que déjà, elle a le prénom donc, de son arrière-grand-mère qui a été tuée pendant le génocide. Massacrée. Voilà. Et donc, oui, elle a posé des questions rapidement. Je pense même avant 3 ans, je pense qu'elle savait déjà des choses. Ouais. Wow. Et puis voilà, comme toutes les communautés qui ont vécu un génocide, on a des moments de commémoration, où on allume des bougies, où on a des photos dans la maison. Donc les enfants posent des questions, où est ta mère, où est ton oncle, où est ton frère, et donc il y a des familles qui ne répondent pas. Nous, on a pris le parti vraiment de ne rien cacher. Alors bien sûr, on essaye d'adapter les discours, on va pas parler des massacres dans les détails, mais en tout cas de raconter d'où vient cette histoire. Le plus dur, disons, ça a été la question ethnique, parce que quand on part du principe qu'on est rwandais, qu'il n'y a plus de Hutus et de Tutsis, c'est comme ça qu'on a envie d'éduquer nos enfants, de ne pas les éduquer dans l'ethnisme qui nous a divisés. Mais comment ne pas parler des ethnies quand une partie de la famille a été tuée pour cette raison-là? Donc c'est en ça que c'est toujours complexe. Les gens voudraient que ce soit simple, mais les histoires de transmission sont extrêmement complexes, et c'est pas parce qu'on le dit une fois que ça suffit. Il faut le redire à d'autres moments, à d'autres âges.
les questions. Je veux dire, même à mon âge, moi, j'aurais besoin que ma mère continue de me raconter. Donc, je pense que ça s'arrête jamais. Mais c'est important, je pense, de libérer la parole sur ces questions-là. 13 ans, rapatrié en France. Là, tu atterris à Oyonnax. Là, c'est famille d'accueil d'abord. Ouais. Donc ta maman ne peut pas encore t'accueillir. Ça, c'est de la rapidité. Il faut se dépêcher. Il faut ça, il n'y a pas à discuter. Ça, c'est des rapatriements d'urgence liés à des situations. Là, on a vu ça encore récemment au Soudan. Voilà, c'est du jour au lendemain, tu fais tes bagages et puis tu quittes ton pays dans la catastrophe. Donc oui, ma mère ne pouvait pas, donc on est allé dans cette famille d'accueil, les Marsal, ils s'appelaient, ils étaient adorables. Lui, il avait un petit magasin de pêche à Oyonnax. Elle était comptable. Ils avaient un garçon qui avait 1 an de moins que ma sœur, donc à l'époque, il devait avoir 8 ans. 8 ans, c'est ça. Ouais. Et tu restes combien de temps là-bas ? Le petit Pierre. Ouais, je reste un trimestre plus un été. Au bout d'un trimestre, ta maman vous accueille, toi et ta petite sœur. Là, tu vas à Versailles. Ouais. Tu disais tout à l'heure, et on peut l'imaginer, hein, tu arrives. D'ailleurs, tu disais même pas le métis. Tu m'as dit, je suis le noir qui arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est que globalement... Moi, je me ressens métis. Ouais. Mais après, c'est effectivement, à l'école, d'un coup, on me dit, tiens, il y a un noir maintenant qui vient d'arriver dans la classe. Je dis, mais c'est qui le noir ? Mais si, c'est toi. Donc, bon, les gars, vous ne voulez pas, là. Vous n'avez pas bien regardé. Ouais. Et donc ça, c'est... Dur. Elle a été dure, cette discrimination, ou c'était juste non, je l'ai pas vécu. Non, c'est... En fait, ce qui a été dur, c'était de plus savoir qui j'étais. Ouais. C'est ça, c'est pas... Je le ressentais pas comme une discrimination, je le ressentais plutôt comme... les gens me voient comme ça, mais ici, on me voit comme ça, là-bas, on me voit comme ça, mais comment moi, je me vois ? Et ça, j'arrivais pas à comprendre quelle peau il fallait que j'endosse. Tu continues tes études et tu découvres la musique en parallèle. C'est quelqu'un qui t'y amène. Il faut qu'on remercie quelqu'un aujourd'hui. Ah ouais, on peut remercier Anthony Durin. C'était un jeune garçon qui était au lycée avec moi en seconde. Et lui, il avait un peu la même histoire que moi. Il avait grandi aux Antilles, en Guadeloupe. Et puis, il était arrivé à 10-11 ans en métropole. Et donc, il avait cette double culture aussi. Et donc, on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Genre, donc quand on disait, nous au bled, le bled, on comprenait que c'était la vie d'avant, la vie avec les manguiers, avec le soleil. Donc déjà, là-dessus, on se retrouvait beaucoup. Et puis lui, il dansait, il n'arrêtait pas de danser, c'était son truc. Il faisait du break, du popping, tout ça. Et puis il me voyait toujours en train d'écrire. J'avais un calepin, j'écrivais des rimes, tout ça. Tu l'as là derrière ton calepin. J'ai toujours, de toute façon, j'ai toujours un calepin. Et donc il me dit, il faut que tu viennes. Il habitait à Guyancourt, donc c'est à côté de Versailles, dans le 78. Il me dit, il faut que tu viennes. Il y a une maison de quartier où il y a des types comme toi qui écrivent. Donc moi, j'y suis allé un samedi après-midi. Je pensais que c'était peut-être des ateliers de théâtre ou des choses comme ça. Et en fait, c'était des rappeurs. Et moi, j'écoutais du rap, j'écoutais MC Solar, j'écoutais IAM. J'adorais le rap, mais je me disais pas, tiens, je vais rapper. Et donc il y avait un petit groupe de rap qui était là. Et je voudrais aussi remercier Jean-Marc, mais j'ai eu l'occasion de le remercier, qui était un autre Guadeloupéen et qui aussi avait vécu en Guadeloupe. Et puis il y avait Lily aussi. Ils faisaient quoi ? C'était eux qui étaient responsables du centre ? Non, ils étaient des rappeurs. C'était le petit groupe de rappeurs qui était là. Donc il y avait le groupe de danseurs avec Anthony. Il y avait des gars qui graffaient. Et puis tu avais les rappeurs. Donc c'était vraiment ambiance b-boy, hip-hop. Toutes les cultures toutes les disciplines étaient représentées. Et ils me font passer un casting. Ils me disent, vas-y. C'était le premier casting de ta vie. Et donc. Et tu racontes, c'était quoi ? Tu t'en souviens ? Sur quoi ? Ouais, en fait, j'ai fait une chanson. Et alors maintenant, Jean-Marc, il habitait à Toulouse. Là, il vient de déménager à Aix. Il habitait à Toulouse et sur ma dernière tournée, il est venu. J'ai fait un concert au Bikini et il était là et donc. Je l'ai fait monter sur scène et il a raconté au public. Et donc, c'était marrant de l'entendre raconter sa version. Il dit, en fait, on l'a pris parce que dans son texte, il a mis le mot Blédina. C'est pas vrai. On a trouvé ça génial. Il a fait rimer Blédina avec je sais pas quoi. Et donc, voilà, d'un coup, j'intègre un groupe.
Et là, c'est génial parce que d'un coup, moi, je passais mes samedis à Versailles, j'allais au terrain de basket, mais bon, en gros, j'avais pas. Ou j'allais à la bibliothèque. C'est aussi cette époque où j'ai commencé à lire parce que j'avais perdu tous mes potes du Burundi. Enfin, j'avais pas de. Moi, mes potes au Burundi, c'était une famille, on était un groupe, on était ensemble. Et en fait, ça me manquait ça. Je trouvais pas ça à Versailles. Et là, je retrouve cette énergie-là on est des frères, on est un groupe, on part, tu vois. C'était quelque chose de. Et donc, tous les samedis, on se voyait. Et voilà, on a écumé tout le 78, Trappes, Elancourt, La Verrière. Voilà, et on allait rapper partout, on faisait des petits concerts de quartier, et je découvre vraiment je découvre le hip-hop, quoi. Ça devient, ça me rentre dans les veines, quoi. Ça devient une passion. Quand tu parles de passion, qu'est-ce qui te plaît à ce point-là Alors moi, je suis fan du hip-hop, mais qu'est-ce qui te plaît? C'est quoi? C'est le message qui est porté? C'est la culture assez américaine. C'était un peu tout, mais si tu dois définir aujourd'hui, quand tu regardes avec tes yeux de lycéen, qu'est-ce qui te plaît autant que ça? Mais c'est que tu transformes toute l'énergie, même la mauvaise que tu as en toi, en positif. En art, tu crées, t'es là pour le lien, t'es là pour la camaraderie. Donc, même si t'as une colère, t'as une frustration, t'as quelque chose que... Tu vois, moi, comme je disais, j'arrivais pas à parler à la maison. Je voulais parler avec ma mère, je voulais raconter mon histoire, je voulais qu'elle me raconte la sienne. C'était pas possible. Il y avait pas d'espace d'expression. Je ressentais pas d'espace d'expression autour de moi. Et là, je trouve cette liberté avec des gens qui t'écoutent et en plus qui disent, qui te tapent dans la main en te disant, c'est génial, tu viens de dire ça, c'est super. Question d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, nos auditrices et auditeurs. Dans tout ce qu'on fait, parfois, on se juge par rapport aux autres. Assez jeune, toi, rapidement, tu as compris que tu avais un truc en plus que les autres. Les gens, tu le voyais ou est-ce que tu étais juste moyen ou tout de suite, tu as été très très bon? J'ai envie de savoir, est-ce que tout de suite, ils se sont dit, putain, il a son style, il a son écriture, ou toi, tu disais, t'es sympa, t'es comme Jean-Marc et d'autres, vous êtes bons, mais... Ou tout de suite, t'étais au-dessus des autres? Alors, c'est étonnant, mais j'avais pas du tout un rapport à la compétition. C'est-à-dire, j'avais pas un rapport comme ça. Moi, je voulais passer des bons moments. Et donc, je jugeais pas. C'était vraiment une époque où je ne jugeais pas. Je me disais pas, ça c'est moins bien, ou ça c'est bien. Et donc, j'essaye de te répondre le plus honnêtement possible. Ouais, honnêtement, j'ai pas ce souvenir. Mais dans les yeux des autres, quand les gens disaient, tu sentais que les gens applaudissaient un peu plus quand c'était toi, ou ils avaient un peu plus envie de t'avoir, ou pas vraiment? Il faudrait leur demander, je sais pas. Par contre, là, il y a une chose qui était magique pour moi à cette époque-là, c'est que quand je racontais des choses personnelles et que je faisais mais le premier texte, en fait, je les faisais à ma sœur, à ma petite sœur. Ouais. Je disais, moi j'habitais au rez-de-chaussée d'un lit superposé. Donc j'étais en bas, elle était en haut. Tout entendu, Johanna. Je lui disais, Johanna, je vais te faire là, je viens d'écrire un texte, je vais te le faire. Et je me souviens des larmes de ma sœur. Et ce sentiment-là était incroyable de me dire, en agençant des mots, j'arrive à créer une émotion assez forte pour que ma sœur pleure. Ça, c'était quelque chose qui me dépassait. Et ça relevait de la magie. Et tout de suite, là, j'ai compris en fait que jouer avec les mots, c'était de l'alchimie. C'était quelque chose qui pouvait être puissant. Je t'assure, vous n'êtes pas nombreux à savoir le faire quand même. Faire pleurer des gens, tu vois, je pense que c'est un talent. C'est peut-être là-dessus que je peux te dire qu'effectivement, il y avait un mystère autour de... Je me disais pas, je suis fort, mais je me disais, il y a un mystère, il y a quelque chose. Comme j'y arrive. Après, je me disais peut-être que d'autres y arrivent, mais moi, à mon petit niveau, à ce moment-là, dans cette chambre d'adolescent, comment j'arrive à faire ça? Justement, là, quand tu vois ça, à un moment, tu te poses la question aussi en disant, mais c'est ça que j'ai envie de faire plus tard? Jamais. Ah ben jamais. C'est juste à la cool le samedi. Ah non, moi je cherchais un groupe, cherchais une famille en fait. Cherchais une famille, j'avais cette passion, mais c'était pas un métier. Non. T'as ton bac. Ouais. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Gaël va, et là c'est quand même étonnant pour un amoureux des mots comme toi, là tu vas plutôt prendre l'amoureux des chiffres, hein, parce que tu vas dans la finance, tu suis des cours de finance à l'université, tu intègres l'école de commerce via le CNAM, tu obtiens ensuite un master de finance à l'école nationale d'assurance. Pourquoi ce choix? Parce que justement parce que pour toi, encore une fois c'est compliqué à comprendre quand les gens connaissent ton parcours après, mais ce moment-là c'est la sécurité que tu cherchais absolument, c'était la sécurité de l'emploi, tu avais un intérêt
quand même existant pour les chiffres, en plus des mots, ou tu dis juste, je veux avoir un emploi, les gars, il faut que je me construise? Ouais, en fait, c'est ce qui est drôle, enfin, pas drôle, mais c'est-à-dire, j'étais aussi un peu idéaliste. Et je me souvenais que quand on avait quitté le Burundi, on s'était juré avec une bande de copains qu'on allait revenir reconstruire le pays. Voilà. Tu travailles à Londres après pendant 2 ans aussi pour un fonds d'investissement, donc on continue. Hein. Ouais. Au bout de 2 ans, le plan a un peu changé. C'est quoi le conseil que tu donnerais aujourd'hui à nos auditrices, nos auditeurs qui hésitent à un moment ou à un autre, qui disent tiens, c'est ça ma trajectoire, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai autre chose? Moi, je le sentais. Franchement, j'avais une énergie à revendre. Je sentais que cet album existait en moi, il était là. Et en fait, je me disais, il n'y a que la peur qui m'arrête. Mais c'est une peur irrationnelle. Lui dire, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, je sais pas, je vais dormir sur le canapé d'un copain, je vais devoir bosser au McDo, mais enfin, j'en sais rien. Enfin, en fait, il se passe. En vrai, tu vois, j'avais pas d'enfant à charge. Peu de risque, c'est ça que tu dis. J'avais pas de risque. Et donc, je comprenais pas... déjà, dans ma boîte, je voyais beaucoup de jeunes de mon âge qui avaient plein d'autres projets. Et j'en voyais des plus âgés qui avaient des projets depuis des années et qui sautaient pas le pas. Et je me disais, non, et je me rappelle, il y avait un gars en face de moi, il s'appelait Andy. Andy, il rêvait d'être kiné pour les chevaux. Je sais pas, il parlait souvent de ça. Mais ça faisait 10 ans apparemment qu'il en parlait dans la boîte. Et parfois, je le regardais devant son écran en train de manger son sandwich triangle là. Et je lui dis non, j'ai pas envie d'être Andy, parce qu'il avait 10 ans de plus que moi, j'ai pas envie d'être Andy, quoi. Il y a rien qui peut m'arrêter. Et donc... tu te barres. Ouais, et puis il y avait Jacques Brel. Le monde sommeille par manque d'imprudence. Monde sommeille par manque d'imprudence, cette phrase, je la répétais tout le temps, quoi. En fait, je me disais, je faisais tout dans les clous, j'ai fait tout comme on m'a dit de faire. L'enfant parfait. C'est ça. En plus, je me souviens de ma mère qui m'accompagne à l'Eurostar. Un week-end où je viens à Paris et puis elle me raccompagne à l'Eurostar et puis je suis avec mon petit costume, etc. Et je suis dans cette période où vraiment je me demande ce que je fais là, quoi. Et elle me dit, je suis fier de toi. Et c'est la première fois que ma mère me dit, je suis fier de toi. Oh là là. Je lui dis, c'est marrant de se sentir aussi vide et de recevoir des paroles aussi puissantes de sa mère. Et je lui dis, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. 2009, donc tu formes le groupe Milk, Coffee and Sugar avec Edgar Secloka. Tu sors un album qui est nommé Découverte du Printemps de Bourges. Alors là aussi, ça, c'est... Printemps de Bourges, c'est grand. Un autre festival, un des grands festivals. Il y en a beaucoup qui se sont développés depuis, mais à l'époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Printemps de Bourges est extrêmement connu. Grande première reconnaissance. Là, tu te dis, tiens, c'est facile. T'arrives, tu sors ton premier album, t'es mis dans les festivals. Non, c'était pas facile. On travaillait, mais comme des fous, quoi. On travaillait, mais vraiment... mais c'est normal, toi, que tu sois reconnu. Il y a beaucoup de gens, je peux t'assurer, on en connaît toi et moi énormément, qui font un album et qui ne vont jamais être invités dans un festival, ne vont jamais être nommés. Toi, tu fais quelque chose, c'est rapidement, donc tu te dis, en fait, c'est énormément de travail, c'est pas ça que je te dis, mais le succès est rapidement là. Le succès, on s'entend. Oui, non, mais c'était un succès dans le sens où on en vivait, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu vivais déjà ton travail. On avait notre statut d'intermittent et on pouvait se dire, on paye le loyer avec notre rap, quoi. Et ça, pour moi, c'était la grande victoire. Je gagnais 4 fois moins qu'à Londres, mais je veux dire, pour moi, c'était une victoire de fou parce que ça avait du sens. Je me posais aucune question. Le matin, je me disais pas où vais-je, qui suis-je, etc. Je savais, enfin, j'avais envie de dire des choses, j'avais des choses sur le cœur et en fait, tout allait de soi. Mais après, voilà, c'était découvrir un nouveau monde. La musique, c'est difficile aussi. Mais il y avait la camaraderie. Moi, ça m'a toujours aidé. De toute façon, les relations humaines. J'aime cette idée d'être des frères, des sœurs, et on y va, on est une famille. 2013, premier album solo. Alors là, ça y est, la famille existe un peu moins, parce que tu étais parti avec quelqu'un, ça te donnait un peu confiance aussi. Là, premier album solo, tu me rappelles comment il s'appelle? Pili Pili sur un croissant au beurre. Ouais, bon, je pense qu'en marketing, tu avais peut-être des améliorations quand même à faire. Ah non, je trouve ça génial, moi, comme titre. Et là, il y a un label qui te signe, un label très connu, Motown, c'est la partie française, qui appartenait à quel grand groupe d'ailleurs? Mercury Universal. Donc, et là, tu commences sur ce projet-là qui commence à prendre de l'ampleur,
compositeur Guillaume Poncelet, on en reparlera, ou quelqu'un qui a continué à te suivre et qui continue à te suivre tout le temps, chanteur angolais Bonga, ou encore Ben l'Oncle Soul. Le processus de création de cet album, comment il se passe? Il est très long. Il est très long parce qu'il est très ambitieux. Là, je veux réunir... Je veux raconter ma vie en 15 chroniques autobiographiques et je veux pas le faire depuis un studio parisien. Je veux aller à Bujumbura, je veux aller à Kigali, je veux être à Paris. Je veux avoir tous les musiciens avec qui je rêve de travailler. Donc il y a 30 musiciens, il y a beaucoup d'invités. Il y a Bonga, il y a Ben l'Oncle Soul, il y a Tumi Molekane, il y a Julia Sarr, il y a Ousmane Danejo. Il est baroque. Et il est baroque en fait comme la vie que j'ai... au moment où je le fais, c'est-à-dire j'ai vécu là, j'ai eu ça comme expérience, je connais. Voilà, et tu as les moyens de le faire. C'est-à-dire que maintenant, on te dit, parce que là, c'est beaucoup d'argent pour un premier album solo, et ils te disent, on a conscience, on le fait. Alors là où je suis fier, c'est que j'avais créé mon label avec Edgar, et donc on a autofinancé notre album. C'est pas Motown, il ne fait que on est en licence, voilà, il le distribue et puis c'est de la licence, donc ils font aussi la promo, etc. Mais c'est nous qui faisons, qui payons tout, qui sommes propriétaires des bandes. C'était grâce à Londres les quelques années où tu avais un peu de... Exactement. Parce que là, c'est quand même... C'est ça. Tu vas dans le dur, là, quand même. Non, mais c'est ça aussi. J'ai toujours essayé de transformer même parfois des expériences où tu te dis que c'est des expériences que tu vois qui n'ont pas été heureuses, mais les transformer en positif. Moi, j'essaye toujours de faire ça. Et ces 2 années à Londres, je me suis dit, et puis mes années d'études, je me suis dit, bon, il y a au moins une chose que j'ai appris, c'est à lire des textes de loi, à lire des tableaux. Donc, si je fais de la musique, j'ai envie d'être propriétaire de ma musique, j'ai envie d'avoir mon label, j'ai envie de comprendre le business dans lequel je suis. Je vais pas signer en artiste chez Universal et ils vont s'occuper de tout. Donc, en fait, j'arrive vraiment aussi quand même avec une casquette d'entrepreneur. Là, justement, comment tu fais? Explique-nous, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, qui te suivent et qui t'adorent. Le processus de création, c'est tout le temps un peu, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu t'échappes pendant 2 mois et t'écris, c'est le soir, c'est le matin, ça dépend, c'est la même chose depuis 15 ans, raconte-moi. Moi, j'ai beaucoup de calepins, donc je prends des notes tout le temps. Après, pour écrire vraiment, aller de A à Z sur un texte, j'ai besoin de solitude et de m'enfermer. Donc pendant longtemps, j'ai pas eu de chambre pour moi, enfin comme dit Virginia Woolf, de chambre à soi. Donc souvent, j'ai écrit beaucoup dans la voiture. Je descendais dans le parking parce qu'il y avait les enfants dans l'appartement, on vivait dans un petit appart. Donc j'écrivais dans la voiture, comme plein de rappeurs ont fait, parce que le son est très bon dans la voiture. Tu mets ton instru, t'as les bonnes basses, et c'est bien insonorisé. Et tu peux faire ça à n'importe quelle heure, tu déranges personne. Et puis, voilà, après, c'est la partie très solitaire de l'écriture. Mais ensuite, il y a la partie musicale où là, je suis avec les musiciens. Moi, bien sûr, je compose un peu, je viens avec des idées de mélodies, etc. L'un des méchants termine disque d'or. Donc, tu l'as eu? Ton disque d'or. Ouais, je l'ai eu. T'as eu. Ça va, c'était pas 5 albums après, quand même. C'était l'album après. Ah oui. Avant d'aller plus loin sur la suite de ta carrière, une deuxième pause amicale. Quelqu'un que tu connais bien a voulu, mais pas voulu, je lui ai demandé, mais il a eu la gentillesse d'accepter, quelqu'un que j'aime aussi beaucoup. On écoute Ben Mazué. Salut Gaël. J'ai pas vraiment de questions, moi. Je voulais juste te faire un petit message solidaire, parce que je crois savoir qu'en ce moment tu es en période d'écriture, comme on dit, de création. Et moi-même étant rentré dans cette période il y a quelques semaines désormais, je me rends compte combien c'est particulier, pour pas dire déstabilisant, parfois un petit peu difficile. Ça fait rentrer le doute profondément à l'intérieur de nos journées. Et ça met pas mal de questions en branle pour pouvoir justement écrire, créer, inventer, jouer. C'est une période nécessaire, c'est une période qui, après, quand on se retourne, peut être belle, magnifique, mais angoissante, pour le moins angoissante. Donc voilà, solidarité avec toi, et à bientôt. Ah, ça fait plaisir. En fait, ça me fait plaisir parce que
Parce que j'ai l'impression, avec Ben et Fabien, pour une autre raison, parce qu'ils ont c'est vraiment des tempéraments très, très différents, mais de partager une manière de vivre. Et c'est vrai que voilà, la vie que j'ai, c'est pas, je peux pas en parler avec tout le monde. Enfin, je peux en parler avec tout le monde, mais tout le monde ne le ressent pas de l'intérieur. Et je sais ce que raconte Ben. Moi, je le vis de l'intérieur. Et donc, c'est très profond en fait. Quand on a des discussions ensemble, c'est fabuleux parce que on se comprend. On se comprend au mot près, dans la sensation. Voilà, donc merci Ben. En 2016, et là, on te contacte, c'est Grasset qui te contacte. Tu l'avais écrit ce roman ou ils te font une commande en fait? On parle de Petit Pays, où toi tu avais commencé à écrire tout ça? Non, j'ai rencontré une éditrice indépendante l'année de la sortie de mon premier album, Pili Pili sur un croissant en beurre. Donc elle m'écrit sur un de mes réseaux sociaux, et elle me dit voilà, mon fils écoute vos chansons, j'ai découvert voilà votre écriture, j'aimerais vous rencontrer. Et lors du café qu'on prend, elle me demande si j'écris autre chose que des chansons et si j'avais déjà pensé à écrire un roman. Et donc oui, moi j'ai des notes de début de roman, des choses comme ça. Donc je commence à lui faire lire des choses que j'ai. Et puis il y avait 30 pages du début de Petit Pays. Et elle me dit, il faut que tu rencontres une de mes amies, une éditrice chez Grasset. Et donc elle m'amène chez Grasset. Donc Grasset lit les 30 premières pages. Dans un premier temps, ils me disent, on signe pas un primo romancier sur 30 pages, donc il faut terminer. Et puis quelques jours après, il me rappelle, il dit on va quand même, on va vous signer parce que on est confiant. Et donc voilà, ça tombe super bien parce que mon groupe s'arrête à ce moment-là. Moi, je suis un peu dégoûté de la musique, j'ai besoin de prendre du recul et donc voilà, j'ai du temps devant moi pour écrire. Ça te paraissait évident qu'un roman allait traiter ce sujet-là? Là, on en parlait au début de ce moment ensemble. On parle du génocide, on parle, encore une fois, à hauteur d'yeux d'enfant, comme tu le dis, c'est le Gabriel, le Gaël Gabriel, qui voit ça. C'est une histoire, comme on dit, quasi autobiographique. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Tu n'as pas vécu comme ça? Non, moi, j'ai vécu ça comme de la fiction. Je m'appuie sur des sentiments qui m'ont traversé, sur des choses qui ont pu exister. Pour moi, écrire un roman, il faut que ce soit plausible, mais pas que ce soit véridique. Parce que véridique, sinon, tu écris une autobiographie. Bien sûr. Et je serais incapable d'écrire une autobiographie. C'est trop difficile. J'ai pas envie de me fâcher avec les gens que j'aime. Enfin, voilà, c'est pas... Donc, non. C'est une fiction. Ouais, pour moi, c'est une fiction totale. Mais bon, c'est sûr qu'on peut penser que Gabriel, c'est Gaël, parce que... Oui, mais ça, voilà, t'aurais pu éloigner, t'aurais pu te dire Robert, ça aurait été plus simple que... Là, exactement, mais c'est des questions que je me suis posées. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même très similaires à ton existence. Exactement. Et je me suis beaucoup posé de questions. Et après, je me suis dit, mais est-ce que ces questions-là, elles me concernent? Parce que là, en fait, tu écris en pensant au public. Moi, il faut que j'écrive en pensant à moi et à mon plaisir d'écrire et à mon envie d'écrire. Et donc, aussi à... Pas une seule fois quand tu écris, tu penses au public? Ah non, il faut que je l'oublie. Hein. Ah non, il faut que je l'oublie. Ah non, sinon ça va pas du tout. Il faut que je pense à moi, à mon regard et à ma sensation. Souvent, les gens qui écrivent des livres sont très heureux quand le livre sort, mais c'est un processus de création très difficile, très long. Tu l'as vécu comme ça, le premier, ou c'était... tu vois, une respiration, ou ça a été très 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 dur? Non, ça a été ce qui était le plus dur, c'était d'essayer de comprendre comment se fabrique un roman, parce que voilà, moi la première fois j'ai pas, il y a pas d'études pour, enfin si, maintenant il y a un master pour apprendre à écrire, voilà, je crois que c'est je savais pas ça. Si, ouais, il y a beaucoup d'ailleurs d'écrivains qui sortent de jeunes auteurs qui sortent de ce master là, de Olivia Rosenthal, je crois que c'est Paris, bref, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et mais sinon non, voilà, et donc il fallait un peu apprendre ça. Il y a des blocages, forcément, il y avait des choses un peu compliquées, mais je me suis aussi beaucoup amusé, quoi. Ça a été
Enfin, je me souviens pas que des moments compliqués. Après, bon, c'est sûr que moi, j'ai l'écriture plutôt laborieuse, quoi. Je suis pas quelqu'un qui écrit avec facilité. Ouais. Le livre a un succès phénoménal, parce que tu en vends combien en France, rappelle-moi? Bon, je sais, en tout cas, enfin, je pense qu'on est, on est 1 million et quelques, quoi. Voilà. Donc le et quelques est intéressant parce que je rappelle que juste le et quelques serait suffisant pour en faire un succès. Dans l'édition et dans les livres, quand tu passes 5 000, 10 000 exemplaires, c'est un grand succès. On parle aujourd'hui, les marques Lévy et autres très connues qui aujourd'hui vendent 200, 300, 400 000. Au-dessus d'1 million, c'est rarissime, donc c'est vraiment un succès fou. Lauréat de 10 prix littéraires, donc c'est pas uniquement que tu as du succès et que les gens aiment ton prix, c'est qu'en fait, ça a des prix littéraires. Donc là aussi, dans ta manière d'écrire, dans ta plume, que j'expliquais aiguisée, c'est aussi un succès. Je pense que là, tu as dû être aussi très fier de toi. Je pense que tu es certainement très heureux du nombre de... Mais qu'est-ce qui te rendait plus heureux? C'est que tu vendes plus de 1 million d'exemplaires ou que tu sois reconnu par une certaine profession? Ce qui me rend le plus heureux, c'est de plus avoir à me justifier de ce que je fais. C'est-à-dire que le succès, ça t'apporte la tranquillité par rapport à cette question. Et tu fais quoi dans la vie? Ah oui, tu fais ça, mais sinon, c'est quoi ton vrai boulot? Ou bien, quand tu vas écrire, en gros, on dit, il écrit, mais c'est parce qu'il veut être tout seul dans sa chambre. Là, le succès, ça t'enlève ça. C'est-à-dire, si tu dis que tu vas écrire, les gens acceptent que tu vas écrire et ils acceptent que c'est ton boulot. Ouais. Donc ça te légitime. Pour moi, c'est ça le plus grand réconfort. Après, bien sûr, matériellement, je veux dire, tu vends 1 million, c'est génial, quoi, parce que tu parce que tu touches quelques euros par bouquin, donc même si non, mais voilà, c'est ça. Tu peux réinvestir dans ma musique. Voilà. Là, on est en 2022. Tu sors un album unique, éphémère, avec Grand Corps Malade et Ben Mazué. Donc c'est assez marrant parce que là, tu vois, dans Pause, alors là, c'est surtout la chance que nous avons avec mes auditrices et mes auditeurs. On vous aura eu tous les trois. Donc pour vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à réécouter ou d'écouter la première fois celui de Ben Mazué, celui de Grand Corps Malade. Vous allez mettre les trois ensemble, ça y a un sacré Bupples. Et puis si vous rajoutez Moziman, aussi qui était très présent justement sur cet album. Mais avant ça, qu'on rentre sur ce projet-là, je te propose une nouvelle pause amicale. On l'écoute. Salut Gaël, c'est Fabien. Gaël, j'avais une question pour toi, peut-être la question la plus importante. Gaël, cette nuit-là, où tout est parti en vrille et où on a kidnappé un célèbre chanteur, j'aimerais savoir, à ton avis, c'est qui le plus fautif entre toi, Ben et moi? Évidemment, je pense que les torts sont partagés, mais je pense qu'il y en a un qui est plus fautif que les autres. Et moi, personnellement, je pense que c'est toi. Voilà, je voulais te le dire. Maintenant, à toi de me dire ce que tu en penses. Faut que tu dises la vérité. Ouais, faut que je dise la vérité. Non, je suis assez d'accord avec lui. Parce que c'est moi qui suis violent. Franchement, faut arrêter d'être violent, quoi. Ouais. Mais bon. Je vais m'arrêter là. Mais bon. Le mec, il mérite, ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'attends, ils m'ont quand même poussé, quoi. Il avait qu'à pas voler la victoire. La victoire. Donc, c'est l'histoire. Donc, merci Fabien. Et on l'entend, Fabien, qui est dans sa voiture. Tu entends peut-être il est toujours dans sa voiture. Il est souvent dans sa voiture, Fabien. Il aime bien la voiture. Toi, c'est peut-être comme toi, il a fait ses textes dans sa voiture, mais en plus, on le sait, il est sur beaucoup de projets, comme d'habitude, beaucoup de projets, son film, son nouvel album. Sa tournée. Voilà. Ses enfants. Julia, son épouse. Tout à fait. Je l'adore, je kiffe. Il est exceptionnel. On a de la chance d'avoir des gens exceptionnels qui ont beaucoup de succès. Et tout à l'heure, tu me parlais parfois des gens qui ne redonnent pas. C'est bien l'inverse du spectre, Fabien. Il passe son temps à donner, à redonner, à faire attention. Quand lui aussi, il est bien parfois qu'il fasse un peu attention à lui, un peu plus attention à lui de temps en temps. On est sur ce projet éphémère. Projet éphémère, 3 potes qui pensent à ce moment-là en disant tiens, on va faire un truc de dingue. Raconte pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui n'ont pas écouté, je vous conseille d'acheter l'album, de regarder sur les plateformes d'écoute éphémères. Raconte-nous un peu justement la genèse de ce projet. À ce moment, qui est le premier qui fait signe à l'autre? C'est Fabien qui nous envoie un message par WhatsApp. Le célèbre WhatsApp. Ouais, parce qu'il a discuté avec Jean Rachid, son manager.
Et ils se sont dit, mais pourquoi vous feriez pas une dinguerie ensemble, tous les trois? Et donc c'était ça. Ils se sont dit, tiens, on pourrait s'enfermer dans un studio quelques jours et voir ce qu'il advient. Combien de secondes tu mets pour dire oui? Alors moi, c'est immédiat. Hein. Tout de suite. Ah ouais, moi je reçois le texto. Le processus de création, vous prenez un thème. Ouais. Et donc, chacun partait dans son côté, faire une partie, parce que l'objectif, c'était que tous les trois, pour chaque chanson, il y en a 6, il y en a 7, rappelle-moi. Il y en a 7, ouais. Il y en a 7, il devait y en avoir 6, je crois qu'il y en a eu un 7e. Ouais. Comment ça s'est passé? Non, on s'était dit qu'il fallait qu'on soit tous les trois sur toutes les chansons, pour pas se retrouver dans une situation où, je sais pas, une radio dise on va diffuser celle-là et qu'il en manque un, ça aurait été dommage. Oui, on discutait, en fait, c'était des discussions. On disait, tiens, on pourrait parler de ça, on pourrait, comme disait Ben, les enfants, quand ils jouent, ils disent, on pourrait être ceci, on pourrait être cela. Donc, on était, on jouait de cette façon-là, en disant, tiens, et pourquoi on ferait pas ci, et on parlerait pas de ça. Et puis après, on tentait. On allait dans un coin, on essayait d'écrire. Et en fait, on a, à chaque fois, enfin, toutes les discussions ont débouché sur une chanson qui a fini enregistrée. Donc, il n'y a pas eu de déchets, c'est ça qui, moi, m'a impressionné. Et que je me suis dit, bon, je suis quand même là avec la crème de la crème, quoi. C'est fou, quoi, cette efficacité en si peu de temps. Une chanson par jour, c'était fou. Ouais. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Est-ce que tu as une chanson que tu as préféré écrire de ces 7? Ah ouais, il y en a une, c'est Besoin de rien, parce que c'était un ping-pong avec Fabien. Il écrivait un quatrain, j'en écrivais un autre. Et on reprenait. Je pense que Fabien aussi, il a bien aimé, parce que ça nous a rappelé cette époque des scènes slam, où on jouait beaucoup comme ça, on fabriquait beaucoup de textes, on trouvait je sais pourquoi manières, tu m'as dit celui-là, parce que comme je ne peux pas te demander de me le chanter, parce qu'évidemment, comme Fabien n'est pas là, et je serais bien mal à l'aise de faire du Fabien. Moi, dans ce documentaire que je vous conseille, il y a un moment que j'adore. Ouais. C'est ce moment où justement on voit ce processus de création, et toi on te voit un peu au loin de cette magnifique demeure, en dessous un arbre, je ne sais plus quel était le type d'arbre, et tu commences et on t'entend, parce que tu avais un micro, à chanter Tailler la route. Ouais. Et les mots que j'espère on va écouter dans quelques secondes, utiliser la même chose. Tu es là, enfin moi je suis bouche bée. Tu peux me la faire celle-là? Tout le couplet ou tout ce que tu veux. Ouais, tu sais, moi, plus on a, plus je suis content. Je vais faire des milliers de miles, me languir de 1000 romans, m'arrimer au rythme l'enlire, en moi la calme et de milliers de mots admire, et le monde de la lune, l'onde de la mer, au loin la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal, j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfait de l'or des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à l'Alibella. Bam. Et c'est kiffant. Et ce moment-là, on te voit marcher, tout ça, dans un cadre qui est très différent de ces paroles, qui sont des paroles extrêmement fortes. Ouais. Et c'est des bons moments. Je te propose une dernière pause amicale, c'est-à-dire qu'on arrive bientôt à un moment où on a passé un temps incroyable avec toi. Une dernière pause amicale de quelqu'un dont tu as parlé tout à l'heure. Bonjour Gaël. Une petite question sur l'art et la politique. Je sais que beaucoup des gens qui t'ont inspiré, que ce soit Aimé Césaire, René Depestre ou plus récemment Harry Belafonte, étaient des gens qui étaient des artistes et qui faisaient de la politique. Est-ce que toi aussi tu considères que ton geste artistique est politique? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc, qui est cette personne? C'est mon meilleur ami, Chahine. Ton meilleur pote. Donc, merci Chahine d'avoir pris le temps de poser cette question, et il te connaît donc évidemment très bien. Alors, geste artistique, politique? Oui. Pour moi, de toute façon, prendre la parole, c'est politique. Faire de l'art, c'est politique. Même quand tu le veux pas, c'est politique. Si tu as décidé de ne pas parler du monde, c'est une décision. Voilà. Et si tu as décidé d'en parler, c'est une décision. Donc, tu penses que tous les artistes pensent comme toi? Non. Non, je pense qu'il y a des artistes qui... d'ailleurs, souvent, on entend des artistes qui disent « Moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis juste là pour divertir. » Mais on est dans un monde où la prise de parole a forcément une incidence. Voilà. Dans un moment, je ne sais pas, où
où des artistes décident de taire, de pas dire ou d'éluder. C'est une posture aussi, autant que celui qui décide de dénoncer. Voilà, Vous avez une chanson, hein? Ouais, voilà, on on en a d'ailleurs débattu pendant la résidence éphémère avec cette chanson, La Cause, parce qu'on n'était pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas pareil. Exactement. Vous trois, vous n'êtes pas pareil. Ouais, c'est ça. Quelque chose aussi qui m'intéresse, on parlait de Kigali, tu es quand même loin du centre de ces décisions. Et j'aime beaucoup ça, hein, parce que normalement, dans des périodes qui vont bien, où tu crées, ou l'endroit de décision, le centre de décision est très parisien, toi, tu vas loin, tu viens de temps en temps, tu viens 3-4 fois par an, mais ça aussi, c'était pour toi, avec Violaine, plutôt pour vous, un non-sujet, où tu te dis, tu sais quoi, peut-être là, enfin, qu'on revienne peut-être, parce que c'est un moment où, ça y est, tu l'as fait, ce temps-là, tu penses après peut-être ce livre, qui va être écrit justement autour du Rwanda, tu penses que tu te sens revenir aussi ? Oui, enfin moi j'ai pas l'impression d'être parti, tu vois, parce que comme tu dis, je reviens, donc c'est pas comme dans mon enfance où oui, bien sûr, distance était. Non, disons que ta famille est pas là, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais il y a quelque chose quand même qui était important pour nous et que moi j'ai l'impression de réussir, c'est d'offrir à mes filles, donc à nos enfants, 2 pays. Elles vont pas les mettre en opposition, elles vont pas se dire je suis plus ceci que cela, elles les vivent les deux pleinement. Et la France, elles auront le temps de venir faire des études, peut-être de travailler. Une enfance au Rwanda, c'est particulier. En plus, c'est pas souvent que dans cette région, il y ait des périodes de paix, de stabilité. Voilà. Donc, moi, je suis aussi heureux qu'elles puissent vivre ça. Un Rwanda stable, un pays qui se construit, qui se reconstruit. Voilà. Je vous propose maintenant une pause musicale. Gaël, quelle est ta chanson culte ? Redemption Song de Bob Marley. On va en écouter un extrait. Gaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.